OK. Allez, 6. Oh! S'il faut faire du fromage comme dans un laboratoire, là, moi, je vais aller louer un local à l'Université Laval, à la faculté de l'agronomie, puis je vais faire mon fromage là. Hein. Tu sais, je vais engager des étudiants en sous-traitance, puis... Tu sais, mais le problème, c'est qu'on veut faire du fromage en campagne, puis c'est quand même pas salaud puis cochon ici, là. Sauf que c'est souvent ce qu'on veut nous faire croire. Puis j'avais déjà rencontré un chef inspecteur au siège social à Québec, puis il avait dit, il dit, tu veux faire du fromage, tu veux jouer dans la cour des grands? Ben, si tu veux jouer dans la cour des grands, les industriels, entre guillemets, ben, il dit, fais comme eux. J'ai dit, ben oui. J'ai dit, fais comme eux, fais comme les industriels. C'est ça, c'est pas pire, ça. Formater l'artisan pour qu'il soit un industriel, là. Moi, là, regarde, je m'appelle pas Saputo, Agropur, là. J'ai pas un budget de 500 000 pour mettre mes installations top-notch. Puis, anyway, à quoi ça servirait? Les lois, là, de la manière qu'ils sont faites, c'est en bonne partie des barrières à l'entrée. Cette binerie de fromagerie-là, là, ça a quand même coûté 150 000 à faire. Puis je l'ai faite en bonne partie moi-même parce que si j'avais voulu la faire clé en main, puis vraiment aux normes, ça aurait coûté 350 000 faire une binerie de crise de micro-fromagerie de 25 par 25. C'est pathétique. C'est comme si on disait les seuls chars qui vont être autorisés à aller sur la route dorénavant, c'est des BM avec des freins ABS ou des Saab. Tu sais, je veux dire, on n'accepte plus les Ford, les Chevrolet. Non. On ne les accepte plus sur la route. C'est des dangers publics, ces chars-là. Mais à quelque part, c'est un peu les mêmes normes qu'on veut imposer aux artisans puis aux petits producteurs. Hey, les normes d'hygiène, l'hygiène de salubrité, je vais te dire, c'est pas évident de s'y conformer. On dit souvent, là, en 92, ça prenait 10 de capital d'investissement pour générer 1 de revenu en agriculture. À cette heure, aujourd'hui, en 2006, là, ça en prend 25 à 30 de capital pour générer 1 petite pièce. OK? Et ça, là, moi, là, tu vois, on peut avoir investi 150 200 000 pour se donner 5-10 000 de salaire. Mais un gars qui se part un atelier d'usinage, un garage, ou ben donc, qui se part une petite boutique au village, un atelier de menuiserie, il investit 50-60 000 pour se donner à peu près le même salaire que je me donne. Bon, peut-être 100 000, peut-être, là, si le gars veut faire ses affaires comme du monde. Mais c'est disproportionnel, là. Puis moi, je pense que le modèle européen a souvent beaucoup de jugement, puis il est beaucoup plus réaliste. Ils ont des guides de bonne pratique, puis ils se basent sur la gestion du risque. Ici, le risque n'est pas là. Si on fait de la bouffe aseptisée, là, ici, la bouffe, on la fait pour le maillon le plus faible de la chaîne. Hein? Moi, comme je dis à la blague, je fais des fromages pour les nourrissons ou ben non pour les vieillards. Je veux dire, j'ai rien contre les vieillards, mais des gens alités qui ont des problèmes de santé, ben non, des nourrissons, tu fais pas des fromages artisanaux nécessairement, c'est pas ma clientèle cible. Ma clientèle cible, c'est du monde qui sont relativement en santé, puis qui sont capables de manger un peu des fromages, puis un peu tout type de produits, puis ça renforce leur système immunitaire. De faire de la bouffe aseptisée, là, ouf, c'est dangereux, ça, là. Parce qu'à un moment donné, le monde, ils n'ont plus aucune immunorésistance, leur système immunitaire est à plat, puis tu amènes le moins petit tabarnouche de contaminants que 2 générations ou 1 génération avant, tout le monde était correct pour ça. Mais là, tu en amènes un, puis là, pouf, tout le monde tombe malade. Qui aurait dit qu'en 2006, il fallait des vaccins pour la grippe? Qui aurait dit ça, hein? Il y a 30 ans, il n'y avait pas un crise de vaccin pour la grippe. Là, ils donnent des vaccins pour la grippe. C'est pathétique, ça. Fait qu'à quelque part, moi, je n'ai pas hâte de voir le jour où ils vont me demander dans mes fromages de mettre des médicaments pour aider les gens à être en santé. C'est le monde à l'envers. Moi, j'embarque pas là-dedans pantoute. Écoute, je ne suis pas venu sur Terre pour ça, Chris. Servir ce modèle de Big Brother qui veut contrôler tout, là, de la naissance à la mort, là. Non, clique. Mais tu sais, c'est une façon de travailler différemment, puis on éduque les gens à ça parce qu'on se rend bien compte que les gens, ils ont comme une espèce de décalage, hein? Tu le vois, le monde débarque ici avec le cellulaire, puis là, ils me font des jokes. « Hey, t'as-tu un téléphone à poche, toi? » J'ai dit « Ben regarde, oui, puis on a même Internet qui vient ici. »
Ah, et puis on peut aller acheter de la bouffe à l'épicerie en campagne. J'ai dit, tu sais, on n'est pas arriéré-manteau ici. Puis regarde, là, j'ai même un diplôme universitaire, moi. Hey, pas fou, le gars. J'ai même resté en ville. Hi! Mais tu sais, l'idée là, que le monde de la ville, des fois, ils nous font passer pour des ticounes, là, à un moment donné, il faut qu'ils arrivent sur Terre puis qu'ils se rendent compte que le vrai pays, là, ben, c'est le pays habité ici. Puis il n'y a pas grand pays dans le monde, à part le tiers-monde, là, va en Côte d'Ivoire ou va en Inde, où c'est que la population est urbaine, mais il n'y a pas grand pays qui se développe uniquement par la ville. On le sait tout, Montréal, ça regroupe 3,5 millions d'habitants. C'est le pays occidental où la polarisation urbaine est la plus forte partout dans le monde. C'est incroyable, là, je veux dire. Puis à quelque part, tu ne peux pas développer un pays en polarisant tous les gens d'à peu près 100 km². Et ça, dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Va en Autriche, en Allemagne, en Suède, en Norvège ou en Italie ou au Portugal, il y a plusieurs petites villes régionales qui font en sorte qu'il y a un dynamisme à l'intérieur du pays, puis que par les pôles de croissance, ça rayonne un peu partout dans les régions rurales. Mais là, via les cercles concentriques, le seul pôle de croissance que Montréal a, c'est à peu près à 60 km autour de sa ville. Ça va virer à peu près autour de Drummond, là, Drummondville, là, la route 116, la 20, un petit peu à Trois-Rivières. Puis le reste, bien, nous autres, on ramasse les miettes, puis on se débrouille avec ce qu'on a. Mais quelque part, c'est un peu de reconnaissance qu'on essaie de demander aux gens. Puis je te cacherai pas que quand le monde vient ici à la ferme, on fait beaucoup d'éducation sur notre mode de vie, sur la façon dont on peut revitaliser nos régions rurales. Puis moi, comme je disais à un monsieur qui était venu l'année passée, j'ai dit, tu vois, au lieu d'acheter des obligations d'épargne ou d'investir dans les fonds Fidelity Investment, bien, investis donc dans les fromages du terroir du Québec. Investis dans un artisan, un gars que tu connais à la face. J'ai dit, tu n'auras peut-être pas 20 de rendement, mais tu vas peut-être avoir du 2-3 puis tu vas, en investissant dans mes fromages, dans les vins, je suis un boulanger, je suis un fermier de famille, mais tu vas concrètement valoriser l'économie des régions pour faire en sorte que la pièce que tu vas mettre à Saint-Raymond-de-Portneuf, bien moi, je vais la redépenser encore à Saint-Raymond ou à Saint-Basile. Le gars de Saint-Basile va la redépenser à Québec. Les gens de Québec vont la redépenser peut-être dans Bellechasse. Puis la pièce, au lieu de s'en aller chez Unilever ou General Mills, Cargill ou n'importe quelle multinationale, bien, elle va rester au Québec puis elle va générer de l'argent. Puis, à quelque part, quand on est capable de faire comprendre aux gens toute la dynamique de l'achat local, la façon dont ça profite aux régions, moi, je vais peut-être ouvrir des obligations d'épargne, peut-être une fondation, la fondation Tourigny. Ça serait pas pire, ça. On pourrait réussir à faire évoluer les mentalités, mais je te dirais que on est quand même bien parti parce qu'il y a quand même des gens qui sont allumés, éveillés, des gens qui demeurent surtout en ville, qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Puis on essaie de les attacher un peu à nos territoires d'attache. Tu sais, au lieu de commencer à investir dans du fromage français importé, regarde, là, on fait la même affaire au Québec. Là. Je dis, achetez donc québécois, achetez donc artisans, parce que on se cachera pas qu'il y a des industriels qui se maquillent en artisans. Fait que il faut que le consommateur soit averti, là, il faut qu'il lise les étiquettes, puis il faut qu'il s'arrange pour voir c'est qui le vrai artisan du faux. Parce qu'à quelque part, tout le monde veut profiter de notre image. On a le plus beau métier du monde. Fait que tout le monde veut avoir notre image, bénéficier de la notoriété, puis faire en sorte qu'on fait du bio. Hein. Écoute, aux États-Unis, là, c'est les multinationales qui font avancer le bio, là. Heinz, là, il a acheté une série de petites compagnies en Californie là, qui nous fournissent des carottes, des céréales, du jus de pomme bio. Mais quelque part, le monde, il achète de Heinz, mais ils s'en rendent même plus compte qu'il achète de Heinz parce qu'il a fait de l'intégration, il a acheté compagnie. Moi, je pense plus qu'il faut miser sur l'achat local. Puis il faut que l'artisan puis le producteur agricole ait la rétribution par rapport à ce qu'il est vraiment. Parce que, tu sais, surfer sur notre image, c'est moi quand même qui me lève à 6 heures du matin, qui traite mes chèvres, qui m'occupe de la fromagerie, qui travaille le jour de Pâques, qui travaille à Saint-Valentin, à la fête des mères. Moi, je vois mes parents 4 fois par année, sacrément, parce que je suis toujours pogné ici.
Puis ça, ben, à quelque part, c'est pas l'industriel, c'est pas l'usine de transformation qui se maquille dans le parc industriel de Blainville qui travaille aussi tough que nous autres. Mais pourtant, c'est eux autres qui vont aller prendre l'image de terroir, l'image d'un artisan, puis aller engranger les bénéfices. À quelque part, vos vaches cochons hein, vont être bien gardées là, si on les met dans le bon parc. Mais c'est ça. C'est sûr que ça nous prend au trip parce que on sait tous c'est qui fait l'ouvrage, puis tu sais, on en parle de même, mais c'est lourd à porter jour après jour. C'est juste ça. Le monde, tu le vois, quand je me promène avec mon truck, c'est pas pour aller magasiner, c'est pour travailler. Puis je me promène, tu vois, à Pâques, je fais un livrage à faire dans la fromagerie, je suis allé chercher du lait chez un gars de vache, mais tu le vois, tout le monde se promène, ils sont en vacances. Le monde vient ici l'été, dans les semaines de la construction. Ah, on est en vacances, ils sont bien. Wow, la campagne. Je rejette pas ça, moi, tu sais, je trouve ça correct qu'ils profitent de la campagne, tout ça, mais. Puis là, il me pose toujours la question assassine. L'hiver, tu retournes-tu en ville? Ou c'est un hobby, ça, hein? Ben, là, je dis hobby. Ça dépend comment tu le vois. Oui, au niveau monétaire, c'est l'équivalent de hobby, mais au niveau travail, je fais peut-être 2 fois. Je fais 2 années en une. Je travaille probablement 2 fois plus que toi, pour à peu près 15 fois moins. Mais, tu sais, j'essaie de leur faire comprendre que la journée que tu me vois aujourd'hui, hier, j'ai travaillé autant, demain, je vais travailler autant. Il mouille, il neige, c'est pas grave, il faut s'occuper des animaux, il faut travailler ici dans la fromagerie. Puis à un moment donné, on sent qu'il y a un décalage. C'est sûr que nous, on travaille beaucoup, on intériorise beaucoup la valeur du travail, le sentiment du devoir accompli, puis c'est valorisant, mais à quelque part, je pense que les gens ont à, si on veut, accepter le fait, à reconnaître ça dans les faits, si on veut. Moi j'ai toujours dit, je ne demande pas grand-chose, hein. Je demande juste que d'avoir une ferme, une fromagerie, puis de pouvoir faire vivre ma famille avec ça. M'éclairer 30 000 puis faire vivre mes 2 enfants. Écoute, c'est pas un caprice, là. Je veux pas devenir millionnaire, moi, Chris, avec ça. Je veux pas aller en Floride, je veux juste vivre. Oui, juste vivre. Sauf que là, il faut que ma femme travaille à l'extérieur pour me permettre de vivre. Puis c'est là que tu te dis, ça marche plus, là, tu sais. Puis, à quelque part, c'est une distorsion qui est difficile à expliquer à un enfant. Pourquoi son père a travaillé autant pour si peu? Puis, tu sais, on ne se le cachera pas, en agriculture, avec les crises de revenus qu'il y a présentement dans le bœuf, dans le porc, les cultivateurs pendus dans le fenil au bout de l'étable, il y en a plusieurs. Les gars, ils souffrent en silence, ils sont tout seuls. Ils vivent une espèce de vase clos, un hermétisme, puis... écoute, on a eu un virus ici, de l'arthrite encéphalite caprine. Il y a des animaux qui sont morts. Il y en avait un chevreau par jour pendant 1 mois. Tu gardes ça en dedans de toi. Tu t'en pas de vanter ça dans le journal, là, que tes animaux crèvent, puis c'est... Ben, c'est dur. Fait que ne veux pas, t'as des idées noires, ben des fois, puis... Je comprends les gars de vache, les gars de porc ou les gars de bœuf. J'en connais, moi, qui sont pendus, puis ça, ben... Je peux juste pas accepter ça. C'est en bonne partie pour ça que je me bats, parce que, bon, je le sais que je le fais pour le bien commun, puis pour le bien des régions, pour le bien du pays. C'est pas un trip d'hédonisme. Mais... ça devrait pas m'arriver. Ça devrait pas m'arriver d'être pendu au bout de la corde, mais... veux pas, on y a tout pensé, parce qu'à un moment donné, tu sais pas comment dealer avec ça. Ces animaux-là, tu t'en occupes, hein? Puis,
Puis tu travailles comme un donné là, puis quand tu entends un épicier, un détaillant qui dit « Ah, mais t'as vraiment, j'ai du bleu. Ah ouais, crédite-nous ça, prends tout ton stock. » Tu dis « Tabarnak. » Tu sais, j'ai travaillé comme un donné pour ça. Puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ah, ben là, ton fromage, il est trop cher, il est pas comme un industriel, remets ça à la maison. » Tu dis « Chris, c'est insultant. » Tu t'es pogné pour récupérer ça, puis là, tu te dis, ben pourtant, je fais mon meilleur. Tout ce que c'est que s'il y a du bleu sur mon fromage, c'est que c'est le printemps, sacrément. C'est le même partout, le printemps. Il y a de l'humidité, c'est normal. Écoute, on n'est pas pour commencer à formater nos fromages. Moi, s'il faudrait que je m'achète une canette de spray pour tout peinturer mes fromages en blanc, je le ferais pas, premièrement. Si je fais pas ça pour maquiller mon stock, je vends des vraies choses. Si la carotte est croche, puis si la pomme a une tache verte, bien, c'est de même. Si il y a une tache verte, le monde commence pas à vouloir que les oiseaux deviennent toutes une couleur formatée pour qu'ils soient formatés. Si ce pain-là, il y a 200 ans, on commencera pas à le peinturer en vert foncé parce qu'on veut qu'il soit peinturé vert foncé. Il garde les épines sont jaunies, il est vieux, il est de même, OK? Je veux dire, la beauté dans la nature, c'est la diversité, c'est la somme de ses imperfections. Fait que vous ne voulez pas d'un produit agricole dans la nature, il faut vivre avec ça, il faut vivre avec ce que la nature nous donne, puis faire de notre mieux, on le façonne, puis on l'offre aux gens. Mais il faut que les gens comprennent ça. Je veux dire, c'est un peu tout ça que j'essaie d'expliquer du mieux que je peux en étant en contact avec le public. Mais je veux dire, je ne fais pas de l'agriculture, je le fais par passion en bonne partie, mais je le fais beaucoup parce que je le sais que la matière première, la transformation de cette matière première-là, c'est ça qui va créer de l'emploi en région. C'est tout simplement, c'est la planche de salut qu'on a, c'est la mondialisation. Le monde ne le voit pas, mais la mondialisation, on va pouvoir prendre le train de la mondialisation en campagne par l'économie des terroirs. Écoute, l'économie du savoir, moi, je le sais à Cité du Multimédia à Montréal, je le sais à Ubisoft sur Saint-Laurent, mais ici, en campagne, c'est une économie de terroir, c'est une économie où on utilise notre savoir-faire puis qu'on le met dans nos mains. Puis, je vais le dire, je le fais jour après jour. C'est mes enfants qui me donnent mon énergie, qui me donnent ma drive. Puis, j'ai bon espoir qu'on va atteindre notre objectif, mais je veux dire, je peux juste pas croire que des gars comme moi, on est une race en voie d'extinction. Tu sais, on vit en l'an 2000, puis souvent, je le verbalise avec ma femme, puis j'ai une espèce de moton dans la gorge, puis j'ai l'impression sans le vouloir, de faire partie de la dernière génération d'agriculteurs au Québec. Puis ça, bien, c'est dur à prendre, ça, parce que tu penserais jamais que tu serais comme le dernier des derniers. Le pays s'est bâti avec 14 générations d'agriculteurs, des gens qui ont utilisé la terre, qui l'ont façonnée, qui ont utilisé leur sens de l'observation. Puis en 50 ans, en adoptant le concept de l'agriculture marchande, on est en train d'éliminer tout le savoir-faire qu'on avait en agriculture, puis on transforme nos fermes en usines de production qui vont éventuellement devenir propriété de multinationales si on se base sur le concept d'intégration verticale. Mais tu dis, maudite merde, j'ai dit, comment ça, moi, je suis le dernier des derniers, pourquoi je me suis retrouvé là, moi? Pourquoi je fais ça? Fait que tu dis, ben là, si je suis pour être le dernier, ben au moins, je vais dire haut et fort pour que c'est faire, je suis le dernier. Puis pour que c'est faire, qu'il faut pas que je sois le dernier, puis qu'il faut donner un vrai coup de barre pour faire en sorte que, je veux dire, le modèle agricole change pour les fermes à taille humaine qui font vivre une famille, qui emploie 1 ou 2 employés. Il y a des pays dans le monde qui l'ont fait. Hein? En Espagne, au Portugal, en Autriche, ils ont donné le coup de barre qu'ils avaient à donner. Au Québec, on espère juste que les gens vont avoir cette sensibilité-là pour être capables de comprendre qu'il n'y a pas de pays sans paysans. Hein? Puis, il n'y a pas de pays si ton droit, ta terre, t'appartient plus.
Si tu donnes les clés de ton garde-manger, si tu donnes les clés de ta propriété foncière à des compagnies étrangères, ben, je suis désolé, là, mais j'ai dit, moi, ça mérite même pas de vouloir un pays à ce compte-là. Je veux dire, notre pays, on se le fait dans notre tête, au jour le jour, mais moi, un pays de loser, c'est pas le pays dans lequel je veux vivre, ça. Mais ça, j'espère juste que le monde va être capable de comprendre ça, puis de le comprendre assez vite. Parce qu'il ne reste pas ben des années. Hein. 10 ans, ça passe vite, ça. Ça passe vite. Fait que ça l'explique en bonne partie le cheminement. J'ai vécu des expériences dans mon adolescence qui ont marqué aussi. Là, je te le cacherai pas que on a été les premiers en 88 qui ont expérimenté le libre-échange canado-américain. Hein. Bombardier a fermé le plan de l'usine à Kingsbury, où je vivais. Puis j'ai vécu une fermeture d'usine, adolescent. Mon père a été slacké. Ils ont fait un lock-out. J'ai vécu c'est quoi des scabs. J'ai vécu des grévistes, des pères de famille en colère qui voyaient des scabs rentrer de d'autres villes ailleurs qui venaient faire leur job pour faire rouler l'usine. J'ai vu mon père brailler, lancer des briques sur des trocs. Puis, tu sais, si ton père, les gars qui nous disent aux enfants, sacrez votre camp, les enfants, sacrez votre camp, parce que là, les camions, ils fonçaient d'un gréviste. Puis tu disais, hey, qu'est-ce qui se passe là? C'est surréaliste. Puis dans le village à Kingsbury, il y en a eu bien des divorces. Mes parents se sont séparés 2 ans après le lockout. Mon père était obligé de travailler pendant 2 ans et demi à l'extérieur. Puis, calvaire, tu sais, il faisait comme concierge des jobs de moins que rien. Puis il est retombé sur le seuil de la pauvreté. Puis tu disais, Chris, c'est ça, mon frère était obligé de s'en aller. Puis ces drames humains-là, moi, j'ai dit, fuck, je veux pas faire vivre ça à mes enfants. C'est le pire cadeau de grec que je vais pouvoir leur donner. Fait que j'ai fini par aller à l'école, puis tout le savoir que j'ai assimilé, je me suis dit, bien, il faut que je leur donne. Il faut que je leur donne à mon entourage, il faut que je leur donne aux régions, il faut que je leur donne un coffre à outils pour faire en sorte qu'on va être capable de développer nos économies en région pour éviter ces hosties de drames humains-là. Parce que quand tu es dedans, bien, tu le vis très fortement, puis il n'y a personne qui peut dire que c'est gay, vivre une grève, vivre un déménagement parce que ton père perd sa job. Il n'y a personne qui peut dire que c'est gay, vivre cette détresse humaine-là, les pères qui tombent dans l'alcoolisme, qui battent leurs enfants parce que ça a trop de violence intérieure, puis tu dis non. J'ai dit, moi, c'est un modèle économique à un autre hein, qu'il faut faire évoluer. C'est carrément ça. Fait que je le sais que c'est ce modèle d'économie de terroir-là qui va être notre planche de salut. Fait que c'est pour ça que je travaille fort à le valoriser et à démontrer qu'au niveau technico-économique, on est capable de s'en sortir. Je maîtrise les statistiques, puis je le dis, c'est comme ça qu'on va s'en sortir, parce que quand mon gars va avoir 20 ans, j'ai pas envie que mon gars me dise, comme j'ai dit à mon père, j'ai dit merci, père, c'est ça que les baby boomers, c'est ça que vous nous avez donné comme société, hostie. Une société où c'est qu'on a à se débrouiller nous-mêmes. On est la première hostie de génération à vivre une décroissance, à avoir moins d'argent que leurs parents, puis à manger pissenlit par la racine. C'est le fun d'avoir vécu les donistes des années 70. Il y a eu du bon. Mais aujourd'hui, en 2007, on se retrouve là que le pays, il faut qu'on le rebâtisse avec nos bras. C'est pas la génération de mes parents qui m'a appris nécessairement à travailler, c'est mes grands-parents. On est allé s'abreuver une génération plus loin. Oui, j'ai appris beaucoup par ma famille. Les gens avaient des valeurs terriennes. Mais tu dis, calvaire, si on veut bâtir quelque chose de durable pour l'avenir, ben il faut être capable d'aller plus loin puis de valoriser le travail, la fierté puis la solidarité.
Puis j'ai bon espoir que je vais pouvoir me tenir debout devant mes enfants. Puis ils vont savoir, même si j'ai pas réussi, qu'au moins j'ai travaillé fort, puis j'ai tout fait pour leur donner un avenir meilleur. Meilleur que le mien. Parce que tout ce que je fais là, c'est pas pour moi. Même si j'ai 30 ans, c'est pas moi qui vais récolter les bénéfices. C'est déjà la génération d'après, c'est mes enfants. Fait que je le fais pour eux autres. Puis, on carbure à l'espoir. J'ai bon espoir que ça va marcher. Moi, j'ai toujours dit, je ne demande pas grand-chose. Hein. Je demande juste d'avoir une ferme, une fromagerie, puis de pouvoir faire vivre ma famille avec ça. C'est ça qui va créer de l'emploi en région. C'est la planche de salut qu'on a sur la mondialisation. Le monde le voit pas, mais la mondialisation pour les fermes à taille humaine qui font vivre une famille, qui emploient inventer ça dans le journal, 2 employés. Que tes animaux crèvent, puis c'est... Ben, c'est dur. Fait que, veux pas, t'as des idées noires, ben des fois, puis... J'en connais, moi, qui sont pendus, puis ça... Mon père est agriculteur, à la retraite maintenant. Mon frère a repris la ferme, puis les difficultés qu'Éric décrit, c'est... puis la détresse, quelque part, aussi, qui est due à tout le contexte, mais aussi aux pressions économiques très, très importantes. Mais il y a des milliers d'agriculteurs qui vivent ça. Même s'ils sont dans différents modèles, je dirais que même des agriculteurs industriels sentent ce genre de pression-là. Pourtant, ils se sont conformés au modèle parce que les banques sont derrière, parce qu'il y a toutes sortes de pressions pour réussir. Et le type de réussite, ce qui est considéré comme réussite, c'est une réussite avant tout économique. Alors que l'agriculture actuellement est dans une économie mondialisée qui ne tient pas compte des fondements même de l'agriculture, parce que l'agriculture, à la base, c'est quoi? C'est une interrelation très complexe entre les humains et les écosystèmes. Moi, s'il faudrait que je m'achète une canette de spray pour tout peinturer mes fromages en blanc, tu sais, je vends des vraies choses. Si la carotte est... Le paysan artisan en colère, comme l'alouette en colère, en fait, parce que il a fondé beaucoup d'espoir sur un monde qui a le droit d'être différent. En fait, il revendique le droit. Hein. Il rejette la fatalité jusqu'à un certain point, la fatalité d'un modèle dominant qui exclut toutes les autres sortes de modèles qui peuvent exister. Et moi, je pense qu'à partir de son témoignage, en fait, c'est le témoignage qui exprime très bien de plus en plus de gens aujourd'hui qui veulent pas rejeter tout ce qui existe, mais ils veulent qu'on ait le droit d'exister. Les dernières statistiques, par exemple, disent que dans 10 ans, il y aura plus rien que 20 000 fermes au Québec. Et de ces 20 000 fermes-là, 6 000 vont produire 80 %. Alors, notre campagne, notre territoire, il va avoir l'air de quoi? Puis j'ai l'impression sans le vouloir, de faire partie de la dernière génération d'agriculteurs au Québec. Éric, je le connais depuis longtemps, mais quand il parle de l'artisan et qu'il se sent tout seul, il n'est pas tout seul. Il y a, si on allait dans toutes les régions du Québec, les artisans, je ne les connais pas tous, mais j'en connais quand même plusieurs, et ils ont à peu près tous le même discours. Mais là, il faudrait qu'ils arrivent à se mettre ensemble, parce que tout est vrai dans ce qu'il dit.
L'artisan, c'est lui qui fait vivre sa région. Et ça, on ne comprend pas que toutes les régions du Québec ont quelques artisans. Mais plus il y aura d'artisans dans chaque région du Québec, plus chaque région va vivre. Et on n'est pas obligé d'aller dans des productions de grande quantité. On a besoin d'avoir de la biodiversité, d'avoir des petits producteurs partout qui produisent chacun des petites choses. Et en ajoutant tout ce que chacun fait dans sa région, on arrive à faire quelque chose qui fait vivre une région. Le monde vient ici l'été. Waouh, la campagne. Je rejette pas ça, moi, tu sais. Je trouve ça correct qu'ils profitent de la campagne, tout ça. Mais puis là, il me pose toujours la question assassine. L'hiver, tu retournes-tu en ville? J'ai décidé d'ouvrir un restaurant gastronomique en région. Donc, je suis installée au BIC. Et puis, pour moi, c'était évident que je retournais chez moi aussi. Je suis née là-bas. Et puis, pour moi, c'était évident que j'allais pas ouvrir un restaurant juste pour, comme ça, gagner ma vie. C'est une philosophie, c'est politique, là, ce que je suis en train de faire. C'est carrément politique. Ce que je fais, justement, c'est que je propose un modèle. Je propose un modèle de consommation. Parce que oui, moi, c'est mon entreprise qui consomme, mais c'est moi qui est derrière l'entreprise. Puis, j'achète des produits régionaux. Je veux dire, ce que Éric dit quand il dit, effectivement, moi, j'aime mieux investir dans un produit régional, par exemple, parce que moi, je vis la même affaire, là, il y a du monde, ils viennent chez nous en Pathfinder me dire que c'est cher, tu sais. Une table d'hôte à 40$. Ça fait que là, je fais OK, bon, ben là, c'est une question de priorité, puis c'est une question de mentalité aussi. Puis si pour toi, c'est pas important d'investir dans ta santé, par exemple, puis que c'est plus important, tu sais, d'avoir un gros char, ben moi, je peux rien pour toi, c'est bien évident. On valorise pas l'agriculture et on reconnaît pas la multifonctionnalité de l'agriculture. Les agriculteurs, c'est pas comme des fabricants d'automobiles à la pièce ou des fabricants de sécheuses ou de laveuses ou de divans. Ils jouent un rôle dans la conservation bon, déjà, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils nous nourrissent. Donc, ils répondent à un besoin essentiel. Ensuite de ça, ils jouent un rôle dans toute la question de la conservation du paysage, du patrimoine. Ils habitent un territoire, donc ils en sont les gardiens aussi. Ils jouent un rôle au niveau aussi de la transmission des valeurs, de la culture, d'un patrimoine, de connaissances, en fait, qui ont été transmises de génération en génération. Tu sais, je veux dire, Éric, là, c'est un Che Guevara de l'économie locale, là. C'est hallucinant tout ce qu'il fait. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi convaincus de l'importance de leur travail. Puis une des difficultés avec les agriculteurs aussi, c'est qu'ils travaillent quand même beaucoup tout seuls, de manière isolée. Donc, ils portent le poids de non seulement de leur labeur quotidienne, mais du stress. Malheureusement, depuis, je dirais, une décennie et demie, on s'est lancé à fond de train, malheureusement, dans l'exclusivité d'un modèle, plutôt que... Et on a arrêté de penser que l'avenir était dans la diversité, était dans la multifonctionnalité, et que c'était intéressant de... Et c'est devenu de plus en plus évident avec, comme il dit, d'abord avec le libre-échange, c'était une première étape, avec la mondialisation, la globalisation. Bien, c'est malheureux, mais on essaie d'aller jouer dans une cour qu'on ne gagnera jamais. Ça se peut pas. Et c'est pas d'être fataliste, c'est pas de se prendre plus petit qu'on est, c'est qu'il faut être réaliste aussi. Et à mon avis, l'avenir, en agriculture en particulier, elle réside dans cette diversité, diversification de la production et des formes de production. Un artisan, c'est ça. Un artisan, quand on parle de terroir, on dit terroir, maintenant ça ne veut plus rien dire, mais terroir, c'est quelque chose qui est ancré dans un territoire. Un terroir, bon, ça a des racines, c'est tributaire et du sol et du relief et de la température et des traditions et de l'histoire de cette région-là. Un artisan, c'est un terrien, c'est vraiment...
c'est un produit du terroir, un artisan. C'est sûr qu'il sent sa région, il sait exactement, il est ancré là. Et c'est ça la richesse d'un pays, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas des gens qui partent d'un endroit, qui n'ont pas de racines. Un artisan a des racines. Quand on a des racines, on est capable d'exprimer quelque chose. Et un artisan, il exprime son pays, il exprime sa région à lui, avec une intelligence aussi. Je veux dire, ils ont tout enlevé les usines en Gaspésie de transformation. Le poisson, il sortait de l'eau là. Puis maintenant, il s'en va à Montréal se faire fileter, puis il revient dans une petite poissonnerie du Bas-Saint-Laurent ou de la Gaspésie se faire vendre. Hey, ça, j'ai de la misère à avaler ça. Ça, je vais me battre longtemps puis fort pour empêcher ça. Je trouve ça débile. Puis le jour où, aussi au Québec, on va être capable de se dire... Bon, ben chaque région a sa spécialité, à go, puis sa saison, où il y a dans telle région, tel truc à aller. Puis tu sais, si t'es gastronome, puis que t'as envie de te payer un trip de crabe, ben tu viens me voir, tu sais, au mois de mai. Puis je te fais du crabe jusqu'à temps que tu tombes à terre, tu sois capable d'en manger. Mais il va être frais, t'en auras jamais mangé de l'aussi frais. Tu vas aux îles manger du homard. Tout le monde dit en France, c'est extraordinaire, chaque région est différente. Mais oui, chaque région est différente, mais au Québec, chaque région est différente aussi. Et chaque producteur a des productions qui sont différentes. Et c'est ça qui fait l'intérêt d'un pays. Et c'est ça qui fait aussi l'intérêt. Ces artisans, ils influent sur leur paysage. Et le paysage aussi, c'est une richesse d'un pays. Éric parlait de l'économie des terroirs, mais c'est ça l'économie des terroirs, c'est l'économie de chaque région différente et chaque région est tributaire de ce que ses artisans produisent. Mais ça, en ce moment, au Québec, ça se développe vraiment. L'avenir d'occupation du territoire réside dans les produits à haute valeur ajoutée, les produits spécifiques, les produits de créneau, les produits du terroir. Alors, elle existe davantage dans la paysannerie que dans la grande industrialisation. C'est évident. Moi, je pense que les gagnants dans tout ça, ça sera les paysans parce qu'on va enfin reconnaître la vraie valeur de leur travail. Et ensuite de ça, ça va être l'ensemble des citoyens parce qu'ils seront mieux nourris par des aliments qui sont plus sains parce qu'ils n'auront pas plein de produits chimiques dedans. Puis il y aura cette connexion-là sociale aussi, ce qui enrichit un pays, ce qui enrichit une démocratie, ce qui donne envie de faire en sorte que, OK, que vous habitiez le Saguenay, Lac-Saint-Jean, Kamouraska, n'importe où, on est dans le même bateau, puis c'est ensemble qu'on va faire face à ces problèmes-là. La notion de travailler ensemble et pas non les uns contre les autres, elle est importante pour moi. Ça fait que dans le fond, Éric, ça fait 1 an à peu près. On était exactement ici. On était en train de tourner dans la chèvrerie, on s'en allait dans la fromagerie. Puis j'ai dit à l'équipe, prenez une pause, on va se recharger les batteries, puis tout ça. T'es sorti d'une place ou de l'autre, puis t'as dit, j'ai quelque chose à dire. T'as commencé à parler. Moi, je t'ai même pas arrivé. Tu parlais à l'équipe, mais c'est parce que t'avais quelque chose à dire. Puis ça faisait un bout de temps qu'on te suivait, sauf que là, on est arrivé à un moment où il se passait quelque chose ici dans la ferme. Oui, bien, souvent les émotions se bousculent. Je sais que tu es arrivé d'une époque où c'est que c'était tiraillant. Il y avait eu de la maladie dans le troupeau, puis ça, souvent, comme éleveur, ça nous prend aux tripes. Puis parallèlement à ça, au niveau de la fromagerie, les ventes étaient hésitantes parce que, bon, les détaillants, ils n'étaient pas trop sûrs, puis il y avait des irritants sur ce point-là. Les 3 premières années, on a perdu de l'argent. La 4e année, on arrive kiff-kiff. L'année passée, tu vois, on a fait 600 000. Puis cette année, 1 an plus tard, on a développé les marchés publics, la vente directe, puis on va s'être donné 12 000.
ce type d'agriculture-là paysanne, on tombe entre deux chaises. On n'a aucun soutien de l'État à proprement dit. Puis l'idée, c'est d'être reconnu comme des artisans, comme des paysans à part entière, puis qu'on ait un statut dans les différentes lois sur le financement agricole, sur l'hygiène de salubrité, sur l'environnement, pour dire, regardez, tapissez-nous pas des règles comme les industriels, mur à mur. Tu sais, quand tu fais du financement, puis qu'il faut que tu aies des plans d'affaires minimum d'un demi-million, ben là, tu te dis, regarde, là, c'est pas ça qu'on veut faire. Moi, depuis que je mange tes fromages, je sais d'où ils viennent, je sais comment tu les fais, je sais qu'il n'y a pas de cochonnerie dedans, je sais que tu t'occupes bien de tes animaux, je sais que l'écosystème autour, c'est une préoccupation pour toi. Le fromage qui est sur la table chez nous à Montréal, là, avec les enfants, là, on le mange avec le sourire, tu sais, on le mange, c'est un bonheur. Ouais. C'est le même bonheur que les gens qui aiment le vin. C'est ça qu'il faut. Il faut élargir cette espèce de respect-là qu'on a pour le vin à tout ce qu'on mange. Moi, je dis, tu sais, il y a une culture de tout ce qu'on mange, puis c'est ce qu'on est. Puis moi, c'est drôle, hein, quand tu me dis ça, c'est ça qui fait que j'ai la passion du métier, puis que je continue à en faire, c'est de voir des gens comme toi heureux. De manger mes produits, puis d'heureux d'acheter local, puis on les voit arriver, ces gens-là ici. Moi, mes clients pourraient tous être mes amis. Tu sais, dans le sens qu'on carbure aux mêmes valeurs, puis c'est une belle fraternité qu'on bâtit. Puis je me dis, plus on va se fréquenter, plus par mouvement, je veux dire, exponentiel, tu sais, comme la roche que tu garoches dans l'eau, ça fait des petits ronds, puis les ronds grossissent. Bien, je me dis, on va créer un mouvement où ce qu'on va donner, faire comprendre aux gens que le bonheur, c'est dans la simplicité, dans les choses simples, dans les choses terre à terre, tu sais. Puis ça me rend bien, ça me touche quand j'entends ça, parce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, hein. Attention aux lumières, vous t'accrochez dedans. Ah, ça, c'est de l'ail qui est bien apprécié. Non, ouais, faut que tu ailles l'autre bord. Ils vont te jouer des tours, là. Si les gens peuvent apprendre à travailler ensemble, comme artisans, comme paysans, puis revendiquer les bonnes choses, je pense qu'on va finir par avoir l'oreille attentive de nos gouvernants, parce que les politiciens, on le sent bien, ça réagit juste à ça, à l'opinion publique, puis à des groupes de pression. C'est pas ma job, moi, d'être lobbyiste. Ma job, c'est d'être chevrier. T'sais, mais je me rends compte que si je veux que cette ferme-là soit transmissible à mes enfants un jour, j'ai pas le choix de faire un peu de politique, parce que sans ça, on est constamment isolé dans notre coin. On est en train, avec des artisans du Québec, de les rassembler pour la première fois dans l'histoire contemporaine autour d'un regroupement où ce qu'on voudrait écrire un manifeste, tu sais, dans le sens, un manifeste, une déclaration, puis de dire, regarde, si le gouvernement ne sait pas définir un terroir, si le gouvernement ne veut pas définir un artisan, bien, nous, on l'est. Fait qu'on va se définir. On va dire c'est quoi un artisan, c'est quoi un terroir. Suivez-nous. On le fait de façon indépendante, apolitique, puis on le fait carrément pour la survie de nos fermes. Parce que si on était capable de développer une fromagerie, écoute, endetté jusqu'au cou, parce que tous mes prêts sont sur 5 ans, puis j'ai réussi quand même à persister, à faire mon marché, bien, avec un minimum de soutien, là, les Tourilly, là, ils pourraient en avoir des dizaines au Québec. Puis c'est pas normal qu'on sait juste 20 fromageries de chèvre puis 15 de vaches dans l'artisan, là. On pourrait facilement en avoir 200 puis 300 petites fromageries comme ça réseautées ensemble. Moi, c'est ça que je veux.